14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous sommes pour cette deuxième heure toujours avec Xavier Latouche, chirurgien plasticien et esthétique, spécialiste en chirurgie sexuelle intime et réparatrice. Je précise aussi, si vous voulez comprendre toutes les opérations en chirurgie esthétique qu'on peut faire, que Xavier Latouche avait coécrit avec sa compagne Chantal Gilang, qui elle est psychothérapeute, ce guide Hachette de la chirurgie esthétique. C'est donc un guide où vous expliquez tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. Voilà, alors c'est un guide qui était sorti il y a déjà 3-4 ans, je crois. Oui, qui est à la fois descriptif des interventions et puis surtout très objectif en ce qui concerne les complications, les risques. C'est un très joli guide et franchement c'est bien parce que on entend un peu tout et n'importe quoi en ce qui concerne la chirurgie esthétique, et c'est un guide franchement très instructif. Ça s'appelle le guide Hachette de la chirurgie esthétique. Évidemment, c'est aux éditions Hachette. Voilà. C'était bien de le signaler. Alors avec vous, on a parlé beaucoup des mutilations génitales féminines, notamment l'excision. On a évoqué aussi les opérations pour les hommes, avec il y a un instant avec Romain. On a évoqué la circoncision. On peut revenir sur tous ces sujets sur Sud Radio au 0826 300 300. Mais tout de suite, je voulais donner la parole à Gérard Swang. Gérard Swang, vous le connaissez, j'imagine, Xavier Latouche. Il a été un des précurseurs de la sexologie en France. C'est un monsieur maintenant, bien sûr, d'un certain âge, mais qui garde toute sa verve, et vous allez l'entendre dans un instant. Il a écrit, je tiens toujours à le rappeler, le premier livre sur le sexe féminin. C'était dans les années 65-66, je crois. Ça s'appelait Le sexe de la femme. Il est avec nous pour revenir avec un autre livre, toujours sur le sexe, mais cette fois-ci le sexe des femmes, en sous-titre de la vénération à l'agression, parce que vous trouvez, Gérard Swang, qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes vont demander une chirurgie intime parce qu'en fait, elles connaissent mal ce qu'est une vulve. Gérard Swang, bonjour. Oui, bonjour, chère Brigitte. Heureux de vous Merci. entendre. Mais c'est toujours un plaisir de vous donner un peu la parole, parce que vous êtes encore plein de verve, comme je le disais, et ce livre est intéressant parce que vous expliquez à quel point encore aujourd'hui on a très peu de représentation du sexe féminin. Alors j'allais dire si dans les films pornographiques, mais dans les films pornographiques, au fond, elles sont toutes épilées, et c'est pas forcément la représentation du sexe féminin, parce que ce sont toutes des jeunes femmes. On vous entend pas bien, Gérard Swang, je suis désolée. Est-ce que vous m'entendez là? Voilà, c'est mieux, oui, mais voilà, il y a un petit grésillement. Écoutez, bien entendu, puisque je dis dès le départ que les femmes, les femmes modèles courants, n'ont qu'une connaissance très limitée de leur propre anatomie sexuelle, à moins évidemment de passer son temps devant la glace, comme font certaines anxieuses pour savoir si c'est bien. Mais au cours de sa vie, une femme normale n'aura vu que très peu de sexe des autres femmes adultes. D'abord, on ne voit jamais la représentation du sexe des femmes en public, sur les statues, sur les peintures, sur les tableaux des mairies. Il n'est jamais représenté. C'est un tableau qui perdure, alors que ce n'était pas du tout le cas chez nos prédécesseurs au temps du Paléolithique, où on mettait au mur des cavernes des représentations assez véridiques du sexe des femmes. Actuellement, vous pouvez vous promener dans les rues, regarder les statues, vous allez dans les musées, vous allez partout, il n'y a nulle part soit la pilosité normale du sexe des femmes, soit la fente vulvaire normale des femmes, et une femme n'aura pratiquement aucune occasion de voir comment sont faites ses congénères, sauf bien entendu les professionnels de santé qui, elles, sont parfaitement au courant et pour qui c'est une vision tout à fait Mais il y a ordinaire. quand même, Gérard Swam, il y a quand même les films pornographiques aujourd'hui qui montrent des tas de sexes féminins. Les films pornographiques ne sont pas ceux qui sont vus le plus souvent par les femmes,
Et comme vous le dites, il y a cette mode de l'épilation qui donne une image tout à fait erronée du sexe des femmes. Écoutez, j'ai écrit ce petit livre, une fois de plus, il y a plusieurs chapitres, mais une fois de plus, d'abord je m'en prends bien entendu aux mutilations génitales féminines, puisque j'ai commencé à parasiter le grelot en 1976 dans le sexe des femmes, il y a presque 50 ans. Et à cette époque, c'était assez mal vu parce que je m'en prenais à des coutumes ethniques tout à fait respectables. Et à la télévision, chez Bernard Pivot, je me suis fait traiter de raciste culturel. On a quand même tenu en 77 à Genève le premier congrès international contre les mutilations sexuelles féminines avec le très regretté... Vous voulez dire qu'en 67-68, quand vous évoquez donc l'excision, on vous traite de raciste On m'a traité de raciste culturel publiquement, tout ça, c'était... Oui, parce qu'il fallait pas toucher à cette culture. Comme quoi, c'est intéressant ce que vous dites, parce que ça montre quand même que le monde change, que le monde évolue. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Mais écoutez, je pense avoir été parmi ceux qui ont fait changer l'opinion. En 77, absolument. Nous étions avec la très regrettée Benoît Grout, qui était une femme courageuse et absolument délicieuse, qui elle aussi a pris le problème à bras le corps et elle aussi a agité le grelot. C'était 10 ans après la publication de mon livre. Et cette fois-ci, je ne parle pas trop des femmes exotiques, mais une fois de plus, je dis dans ce petit livre 3 choses auxquelles je tiens et que je tiens à dire à toutes les femmes qui nous entourent. Première chose, n'achetez jamais de maillot brésilien. Arrêtez, laissez ça chez les marchands. Deuxième chose, n'agressez jamais votre toison pubienne. C'est un attentat. Il n'y a aucune raison d'y toucher. Et troisièmement, ne vous faites pas couper les petites lèvres. Voilà 3 choses que je voudrais dire à nos congénères. D'abord, il ne faut pas acheter des maillots brésiliens parce que ces maillots contredisent l'anatomie féminine qui a une toison pubienne triangulaire et qui est obligée à s'épiler. Les fabricants des maillots brésiliens ont oublié de mettre une petite notice dans l'emballage. Ah, vous achetez ça, madame, alors achetez aussi un rasoir, faites-vous faire le maillot. Ne vous faites jamais faire le maillot, mesdames, c'est tout à fait inutile et stupide. Oui. Enfin, là, Gérard Swang, vous aurez beau crier très fort, je suis pas sûr qu'on vous entendra parce que la mode est quand même vraiment au sexe épilé. Ça, je suis la première à trouver que c'est un petit peu, que ça devient un petit peu trop une norme, un passage obligé, mais c'est comme ça. Hein. Écoutez, il y a un exemple. Allez-y, Xavier, si vous l'interrompez pas, vous ne pourrez jamais prendre la parole avec Gérard. Hein. Là, je voulais simplement dire que je suis un grand admirateur de Gérard Swang et j'ai le souvenir de ce merveilleux livre qui était Lettre ouverte au malbaisant, se terminant par suis-je moi-même un malbaisant. Et donc j'admire beaucoup Gérard Swang. Par contre, là, je pense que on a un combat qui est un peu d'arrière-garde parce que l'anatomie des femmes aujourd'hui, elle est connue par Internet. Toutes les femmes, toutes les filles de 14 ans, 15 ans, 20 ans vont sur Internet et elles trouvent des images et des explications de ce qu'est une vulve normale. Donc, elles ne vont plus maintenant au musée d'Orsay pour savoir comment est faite leur anatomie. Donc, aujourd'hui, elles savent et elles vont consulter en disant « Je sais que j'ai une vulve qui n'est pas normale. » Pourquoi le savez-vous ? Parce que je suis allé sur Internet et que je l'ai vue. D'accord. Et qu'est-ce qu'elles considèrent comme une vulve pas normale, Xavier Latouche? Alors, dans leur jugement, par contre, elles ont parfois c'est tort. Subjectif, bien sûr. C'est subjectif parce que les critères qui sont présentés sur Internet sont pas forcément des critères universels. Par contre, je ne peux pas être d'accord non plus avec Monsieur Swang sur les labioplasties, étant donné que une femme qui a une hypertrophie des petites lèvres, je parle d'une vraie hypertrophie, je parle pas de lèvres qui dépassent, ce qui est le cas de 60% des femmes, sûr. Mais des petites lèvres qui sont vraiment trop grandes, c'est extrêmement gênant. Elles peuvent pas faire de vélo, elles peuvent pas faire de cheval, elles peuvent pas. Mais pourquoi c'est gênant? Mais parce que c'est douloureux. Les petites lèvres se coincent contre le vêtement, contre la selle, contre le cheval. Donc c'est très très gênant, très handicapant, avec des inflammations.
sans compter le complexe que ça leur entraîne parce que elles ont honte et que elles souhaitent faire l'amour dans le noir parce qu'elles veulent pas se montrer comme ça. Donc, je pense que il est normal dans ces cas-là de soulager cette souffrance. Voilà. Vous acceptez les exceptions, Gérard Swang? Écoutez, j'étais chirurgien viscéral, j'ai fait beaucoup de chirurgie gynécologique et comme toute cette espèce de chirurgien, j'ai été sollicité par des femmes qui trouvaient leurs petites lèvres trop grandes. Je voudrais dire, d'abord et en premier lieu, je pense que c'est 4 femmes sur 5 dont les petites lèvres sortent de la fente vulvaire, ce qu'on ne voit nulle part, et qui n'apparaît pas lorsque les femmes conservent leur toison pubienne, qui servent d'écrin à cette sortie des petites lèvres au dehors. D'accord, mais de temps en temps, elles sont un peu débordantes quand même. Cette hypertrophie, à partir de quand peut-on parler d'hypertrophie? Je dois avoir tout de même, c'est très très rare. C'est très très rare. Il faudrait alors à ce moment-là considérer qu'il faut les mesurer qu'à partir de 10 ou 12 centimètres, enfin, c'est presque des monstruosités. Je veux bien que si c'est très 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 long, bon, on fasse un effort. Mais bon, on va réussir à vous mettre d'accord, c'est bon. J'ai vu certaines femmes qui avaient des petites lèvres assez longues et qui les roulaient. Elles les mettaient en rouleau et elles peuvent faire du cheval et elles peuvent faire du vélo. Je tenais aussi à dire que sur Internet, il y a quelque chose qui m'énerve énormément, c'est que cette anatomie n'est pas toujours exacte. En particulier, on s'obstine à mettre souvent des racines du clitoris, les racines clitoridiennes, bien trop longues. Et on va jusqu'à 10 ou 12 centimètres parce qu'on les confond, comme j'étais à vous le dire, chère Brigitte, dans la dernière fois que vous m'aviez... Oui, absolument, vous l'avez déjà dit la dernière fois. Ce ne sont pas les racines du clitoris, mais les muscles ischio-caverneux qui les englobent et qui, eux, évidemment, mesurent 11-10 centimètres. Ceci dit, écoutez, j'ai été très frappé de voir dans ce numéro de Playboy où vous avez accordé une interview qui est tout à fait passionnante et tout à fait chouette, où on vous voit dans une nudité véritable, authentique, j'allais dire radieuse, royale, et quelques pages plus loin, une espèce de petite cruchette qui montre son sexe à moitié épilé et tatoué en plus. Parce que je conçois que ça vous ait un petit peu agacé, Gérard Swang. En tout cas, je vous remercie d'avoir pris un petit peu de votre temps. Ça s'appelle Le sexe des femmes. C'est aux éditions universitaires européennes. Et ben voilà. Et puis je voulais vous rendre hommage parce que, comme on le disait tout à l'heure, vous avez été le premier à parler du sexe féminin et c'était quand même à l'époque en 67, c'était pas si évident et si facile que ça, et ça a certainement beaucoup aidé beaucoup de femmes à se décomplexer. Merci beaucoup, Gérard Swang. On va continuer avec Régis qui est avec nous. Et Régis, vous souhaitez changer de sexe. On rentre là dans un tout autre débat, mais je pense que Xavier Latouche va pouvoir vous aider parce que je sais, Xavier Latouche, que vous avez aussi travaillé à un moment donné avec sur ces sujets-là. Bonjour Régis. Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. Voilà, moi j'aimerais changer de sexe. Voilà. Bon, donc c'est-à-dire vous avez un sexe d'homme, vous avez un pénis, c'est bien ça? Oui. Et vous aimeriez qu'on vous donne, qu'on vous fasse une opération pour que vous vous retrouviez avec un vagin? Oui. D'abord, je voudrais avoir un corps de femme, quoi, aussi. Oui. Alors, je crois que dans un premier temps, il y a déjà peut-être une question d'hormones. Est-ce que vous subissez déjà un traitement hormonal, Régis? Enfin, Xavier Latouche, allez-y, parce que moi, je suis certainement moins calé que vous sur ce sujet. Mais je pourrais poser des questions sur le plan psychologique, mais sur le plan anatomique, je suis moins calé. Régis, oui. Vous êtes suivi déjà ou pas? Pas du tout. C'est la première fois. Pas encore, mais je l'envisage. D'accord. Donc, c'est la première fois que vous parlez de votre désir de changer de sexe? Oui, parce que chez moi, c'est un peu tabou. Bien sûr, mais c'est pas tabou chez nous. Vous avez eu raison de nous appeler. Il y a pas de tabou sur Sud Radio. Xavier Latouche, qu'est-ce que vous dites à Régis dans un premier temps? Alors, je dis que c'est une démarche qui est tout à fait licite, qui est reconnue, qui est acceptée en France maintenant. Ça a été long et difficile. Les associations ont
on fait un très bon travail dans ce domaine. Et aujourd'hui, il est possible effectivement de changer de sexe. Il faut savoir que ça va durer un certain temps, parce c'est le travail d'une équipe. Il va falloir avoir un suivi psychiatrique ou psychothérapique par quelqu'un qui soit compétent en matière de transgenre. Il va falloir avoir un traitement hormonal. Et ce traitement hormonal doit être suivi pendant au moins, je crois que c'est 3 ans maintenant. Il va falloir ensuite passer devant une commission qui va autoriser cette intervention et qui s'appuiera sur les dires de l'endocrinologue et du psychiatre. Et à partir de là seulement, on pourra envisager cette intervention. Les autres interventions de féminisation du corps ne nécessitent pas cette démarche. C'est-à-dire que vous pouvez parfaitement aujourd'hui demander à vous faire poser des prothèses mammaires, ou à faire refaire votre nez, ou à faire féminiser votre visage. Et ça, c'est très important. Par contre, l'intervention de transformation génitale, elle nécessite une démarche juridique. Ce qui est normal, parce que c'est une opération qui est quand même très très lourde. Parce que Régis, je crois que dans un premier temps, j'entends votre demande et je la respecte tout à fait, mais je crois que dans un premier temps, c'est important de savoir si le fait de vous regarder dans un miroir et de vous voir comme ressembler à une femme, ça peut peut-être être suffisant. Il n'est pas forcément nécessaire de subir une castration en quelque sorte, parce que je connais un peu quand même aussi la question du transgenre. Aujourd'hui, je comprends tout à fait. Vous avez envie de vous sentir femme, et pour l'instant, même à votre voix, on entend bien que vous êtes un homme. Et ça, je crois que c'est cette première démarche-là d'abord qu'il faut faire, et ensuite vous verrez si vous allez jusqu'à la transformation de vos organes génitaux. Oui, mais moi je me suis toujours senti femme depuis que je suis petit. Mais je l'entends bien et je le respecte, et on n'est pas du tout en train de vous dire que vous avez tort. C'est pas du tout ce que je veux dire. Mais vous vous sentirez femme aussi beaucoup, et vous sentirez mieux si vous ressemblez à une femme, ce qui n'est visiblement peut-être pas encore le cas. Les gens, pour l'instant, quand ils vous croisent, ils voient un homme. Oui. Et ce que vous avez envie, c'est que quand ils vous croisent, ils voient une femme. Oui. Hein, c'est ça. Donc ça c'est pas forcément nécessaire. C'est pas parce que vous allez plus avoir de pénis que dans la rue on vous sentira, on aura l'impression que vous êtes une femme. Vous comprenez? Oui, donc, je comprends tout à fait. Donc c'est d'abord et ça c'est les hormones qui transforment l'apparence physique. Xavier Latouche, je me trompe pas? Les hormones, oui, il faut une imprégnation hormonale suffisamment longue. Et c'est pour ça qu'on impose ces 3 années d'imprégnation hormonale. Mais il y a 2 choses qu'il va falloir résoudre. C'est l'apparence sociale et l'apparence pour professionnelle. Je ne sais pas quel est votre âge, ni quel est votre métier. Vous avez quel âge, Régis? Moi, j'ai 27 ans. 27 D'accord, ans. vous êtes jeune donc encore. Très jeune. Et vous travaillez? Vous avez un métier? Oui, je travaille, oui. D'accord. Donc, les gens avec lesquels vous travaillez vous connaissent comme un homme aujourd'hui. Et donc, il va falloir arriver à leur faire accepter parce que vous n'allez pas perdre votre métier pour ça. Il faut que vous gardiez et votre métier et votre statut social. Vous voyez? Et ça, c'est un long travail. Alors, moi, je vous suggérerais volontiers de prendre contact avec des associations qui sont extrêmement bien structurées, avec des transgenres qui ont fait l'intervention ou d'autres qui ne l'ont pas faite. Et qui vont pouvoir vous conseiller sur les cheminements, les bonnes adresses, les gens qu'on peut aller voir, etc. On va revenir justement sur ce qui existe aujourd'hui, et puis grâce à Internet, tout est plus facile. Régis, on vous retrouve dans un instant sur Sud Radio. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours avec Xavier Latouche, on évoque les opérations esthétiques réparatrices, plutôt, je devrais dire, parce que, même nos organes génitaux
génitaux, je vais y arriver, sont pas toujours à la mesure de nos désirs, ou la nature n'est pas toujours parfaite, hein, contrairement à ce qu'on dit. Il y a parfois des anomalies de la nature, et c'est bien que qu'on puisse aujourd'hui en parler. C'est relativement, c'est relativement récent. Xavier Latouche, j'imagine, il y a 20 ans, on n'évoquait pas tout ça. Pierre Foldès, il a commencé quand ses premières opérations sur les réparations de l'excision? Oh, Pierre Foldès, ça fait 20-25 ans. Hein, oui, d'accord, mais c'est pas tant que ça. Mais c'est vrai que c'est relativement récent. Mais vous savez, une chose aussi simple que l'anatomie même du clitoris est connue depuis relativement peu de temps. C'est vrai. Eh ben, je suis pas tout à fait d'accord avec Gérard Svang tout à l'heure, parce que j'ai cru comprendre. Les racines du clitoris, effectivement, j'ai fait moi-même des dissections pour les vérifier. Donc, je peux en parler. Je suis en train de réaliser un ouvrage là-dessus. Donc, cette anatomie, vous voyez, elle est encore sujette à caution. Elle est même polémique. Oui, et sur donc elle est mal connue. Sur les femmes fontaines, c'est pareil. Moi, je sais toujours pas exactement ce que je dois dire, parce que j'entends de la part de gynécos, enfin de gens qui sont quand même censés être spécialistes sur les organes génitaux féminins. J'entends encore des choses différentes. Alors, je ne sais toujours pas quelle est la réelle vérité, comme quoi. Hein. Soyez aimable de ne pas me poser la question, parce que je suis dans la même situation que vous. Ouais, c'est ça. Donc, je ne vous poserai pas la question. En revanche, je ne sais pas. On va revenir avec Régis, qui pour l'instant n'est pas encore femme fontaine, hein, mais il y a un peu de chemin, Régis. Mais je crois vraiment que ce que disait Xavier Latouche, c'est un très bon conseil. Il y a des associations qui sont formidables sur Internet. Vous allez trouver ce qu'il faut. Moi, je sais que j'ai une grande amie psychothérapeute formidable qui a fait un travail magnifique sur le transgenre. Elle s'appelle Marie-Laure Peretti, mais vous n'êtes peut-être pas en région parisienne. Mais si vous êtes en région parisienne, c'est quelqu'un d'extraordinaire et qui pourra vraiment vous aider, et qui a aucun avis, hein. C'est-à-dire que l'important, Régis, c'est que vous rencontriez des gens qui sont neutres et qui vous conseillent pas de faire ci ou de faire ça. C'est vous qui devez prendre vos décisions. Mais pour prendre les bonnes décisions, il faut que vous soyez plus clair avec vos désirs, et que vous ayez peut-être plus de renseignements sur ce qui vous attend. D'accord ? Oui, d'accord. Alors moi, je veux simplement vous donner une information. La loi française, pour faire le changement de genre sur votre carte d'identité et le changement de numéro sur votre carte de sécurité sociale, exige que la génitoplastie soit faite. C'est-à-dire qu'il faut, dans la loi française, que l'identité correspondent au phénotype, correspondent à votre apparence. Au sexe anatomique. Au sexe anatomique. Oui, ça c'est stupide, voilà. On pourrait avancer un petit peu là quand même. On pourrait envisager que les candidats politiques proposent de faire avancer les choses. Ouais. Bon, je sens pas trop ça, mais ça peut être un argument de campagne. Je note, je vais m'en occuper, Xavier Latouche. Je vais rencontrer les futurs présidents. Je vais leur dire, alors vous êtes d'accord pour qu'il y ait le sexe neutre sur nos cartes d'identité? Je sais même pas s'ils vont comprendre ce que je leur dis. Mais bon, c'est un autre problème. D'accord, Régis, est-ce que vous avez une autre question à nous poser? Non, c'est bon. Je vous remercie. Bon, faites des recherches et puis avancez. C'est possible. Hein, aujourd'hui, vous avez de la chance. En 2017, ça devient un parcours qui n'est plus un parcours du combattant. Mais je peux vous assurer qu'il y a 30-40 ans, c'était pas rien. Hein. Comme quoi, on avance quand même sur certains points. Hein, vous aviez la touche. On avait du retard, mais je pense qu'on a un peu rattrapé notre retard. Oui, c'est vrai, on avait du retard en France. Puis alors, il y avait toute une catégorie de psy qui était absolument fermée sur cette question de transgenre. Pour eux, c'était forcément des gens complètement tordus, etc. Ce qui n'est absolument pas le cas. Moi, je sais, pour avoir travaillé avec Marie-Laure Peretti quand elle a fait sa thèse, il y a des gens très bien qui ne se sentent pas femmes ou qui ne se sentent pas hommes, alors qu'en effet, ils sont nés avec un sexe masculin ou un sexe féminin. Et alors, il y a deux choses aussi qui ont fait avancer, la problématique. C'est le DSM,
c'est-à-dire la classification des maladies psychiatriques, qui a dit que le transgenre n'était pas une maladie psychiatrique. Marquis, ils avaient bien dit à un moment donné que l'homosexualité était une maladie psychiatrique, hein, un peu en amont, hein, mais ils sont quand même revenus dessus. Heureusement, mais je veux dire, ça aussi, c'était... Maintenant, je crois qu'il n'y a plus que Monsieur Trump qui croit que c'est une maladie. Et puis... C'est normal, en tant que malade, on voit toujours le monde à travers ses propres prismes. Et puis, Madame Roselyne Bachelot, qui, quand elle était ministre, a également fait une commission sur ce sujet et qui a établi le fait que cela n'entrait pas dans la pathologie. Donc, les transgenres sont des gens normaux. Ça, c'est quand même déjà une avancée. Oui, c'est certainement une grande avancée. Il faudrait que tout le monde soit au courant. L'intègre, Il faut que tout le monde l'intègre. Ça va pas être simple. Enfin bref. Alors, notre Sexy News avec un petit peu de retard, c'est Nora. Je crois que Nora, vous allez carrément mettre les pieds dans le plat, là. Exactement. Bonjour à tous. Je vais bien vous montrer que les transgenres sont des personnes comme tout le monde. Et je vais vous parler du premier homme européen enceint. Il s'appelle Hayden Cross. Il est âgé de 20 ans. Il vit en Angleterre. Alors, qu'on comprenne bien, c'est donc forcément... il est né femme. Et voilà, c'est ça. C'est une femme qui... Et c'est le premier homme transgenre qui va donner naissance à un enfant. Et qui donc forcément n'avait pas fait d'opération. Ce qui est plus compliqué, je crois, dans ce sens-là, Xavier Latouche. C'est plus compliqué pour une femme de se faire mettre un pénis. Se faire transformer en homme, oui. Qu'on appelle les MTS. Ça, j'en sais rien, moi. Alors là, allez-y. Mais c'est plus difficile. Mais par contre, l'inverse, si vous m'apprenez qu'un homme transformé en femme est enceinte, alors là, je suis aux écoutes. Non, ça c'est le jour où ça arrivera, je vous ferai la chronique dessus, c'est sûr. C'est pas pour demain ni après-demain, à mon avis. Donc, bon, bref. Donc cet homme est enceint. Exactement, il a commencé il y a 3 ans un traitement hormonal et il est devenu donc légalement homme au Royaume-Uni. Et il a stoppé depuis le début de sa grossesse son traitement, son processus de transformation qui compte reprendre après l'accouchement. Il avait dans un premier temps cherché à faire congeler ses ovocytes auprès des services de santé britanniques avant sa transformation complète, mais il a dû faire face à un refus. Il souhaitait vraiment avoir des enfants biologiques et il ne s'est pas démonté Hayden puisqu'il a cherché des moyens pour y arriver. Il n'avait pas les moyens de payer les services d'une clinique privée, donc il a trouvé une solution originale. Laquelle ? Facebook. Ah oui ? Ouais, il a trouvé son donneur de sperme anonyme via Facebook. Il déclare: je n'ai rien eu à payer, le donneur est venu chez moi, il m'a donné son sperme dans un récipient et je me suis injectée avec une seringue. Oui, ça c'est ce que font beaucoup de lesbiennes de toute façon. C'est pas très original. Mais alors, donc il vit seul, il précise ce garçon, enfin ce futur papa, on va dire. Ce futur papa, ouais. Il vit seul et il précise: je ne sais pas qui c'était. Pour être honnête, je me souviens même pas de lui. Il voulait pas de contact. Donc voilà. Donc ça a fonctionné, puisque Hayden est enceinte depuis 18 semaines. Il déclare n'avoir pas eu d'autre choix que d'avoir cette méthode. Et il voulait un enfant rapidement avant de reprendre son traitement hormonal. Il affirme vouloir le meilleur pour son enfant et il est convaincu qu'il va être le meilleur papa du monde. Il reconnaît que dans l'immédiat, il se sent pas très bien dans son corps, et particulièrement avec les changements qu'implique la grossesse. C'est sûr que s'il se sent homme et que tout d'un coup il a son ventre qui grossit, ça doit être un peu perturbant pour lui. Qu'il l'avait pas choisi en fait, que c'est le fait qu'il ait eu des refus et qu'il n'ait pas eu d'autres solutions. Il n'avait pas choisi, il avait quand même choisi d'être enceint, il voulait un enfant. Mais il pensait qu'en fait on allait lui accepter de congeler ses ovocytes avant et donc il aurait eu recours à une mère porteuse ? Ouais. D'accord. Voilà. Donc, comme on lui a refusé, il a cherché une nouvelle méthode. Il a utilisé ses propres moyens, comme on dit. Facebook, vive Facebook. Donc, il devient le premier transgenre européen à tomber enceinte de la sorte. Il y en avait déjà eu un en 2008 aux États-Unis qui s'appelait Thomas Betty, qui a aujourd'hui 3 enfants. Il a même fait partie d'une télé-réalité cette année en France. Voilà. Alors, cela dit, beaucoup d'hommes, s'ils pouvaient, seraient ravis de donner naissance à un enfant. Ça fait partie des fantasmes masculins d'être enceint. Donc, après tout, peut-être qu'il a qu'il a eu un fantasme masculin d'être enceint. Et puis, comme il est à l'origine une femme, il a pu réaliser son fantasme. Non ? Exactement. Vous avez l'air complètement consterné, Xavier Latouche. Il y a quelque chose qui m'échappe parce que... On est là. On vous a perdu. Nora, racontez-moi tout. En fait, il n'a pas été opéré.
Mais non. Non. Mais il est quand même trans. C'est quand même un trans. C'est-à-dire c'est un transgenre, mais qui n'a pas eu de génitoplastie. Bah, bien sûr. Exactement. D'accord. Rassurez. Parce qu'autrement, là, j'étais consterné. Là, Mais vous savez, je voyais avec pas. la science aujourd'hui, on peut s'attendre à tout. C'est Non, vrai. c'est-à-dire qu'il ressemble à un homme. Voilà. Mais il a toujours son utérus, ses ovaires et son vagin. fait, Il pourra mettre au monde son enfant parce qu'il a, voilà, ça va lui faire drôle. Hein. Ouais, c'est Il évident. va finalement vraiment penser que c'est mieux d'être un homme. Hein, je suis sûre au moment Mais de l'accouchement. Ils se sentent pas bien là, apparemment, les gens. Bon, puis après, peut-être qu'il se fera faire une pénoplastie, on ne sait jamais. Peut-être qu'il voudra un deuxième enfant, peut-être qu'il redeviendra femme. Allez savoir. On suit. De toute On façon. suivra. Hein. Mais encore une fois, la question qu'on peut se poser, moi c'est toujours la question que je me pose, c'est mettons-nous un tout petit peu quand même à la place de l'enfant. Ça peut être un petit peu compliqué. Voilà. Alors, moi, j'en avais parlé avec Charles Gellman, qui est un spécialiste J'aime beaucoup des Charles Gellman, transgenres. un grand sexologue. Voilà, et à qui j'avais posé la question des enfants. Et alors, très curieusement, il m'a répondu qu'il n'y avait pas plus de perturbations psychologiques chez les enfants de couples homosexuels, de transgenres, de toutes ces situations qui culturellement nous dérangent un peu. Et finalement, les enfants ne sont pas tellement perturbés parce que ce qui est important pour l'enfant, c'est d'avoir un référent sexuel adulte. Et le référent sexuel adulte, si il n'a pas un référent paternel à la maison, eh bien, il va pouvoir le chercher ailleurs. Ça va pouvoir être un oncle, Oui, bien sûr, bien sûr. le gardien de l'immeuble, que sais-je. Enfin bon. Et l'essentiel, c'est qu'il trouve son référent sexué dans son entourage. Oui, mais la question qui se pose toujours, mais moi je suis assez d'accord avec vous, je pense que si on explique aux enfants de manière saine, ça provoquera pas de perturbations. Ce qui est toujours compliqué, c'est les secrets de famille. Mais ce qui est toujours compliqué pour un enfant, c'est que là, quand il saura que c'est son père qui l'a porté, ça va un petit peu ça va un petit peu lui sembler plus curieux que ses petits camarades à l'école. Voilà, c'est là où il y a une différence. Hein. Mais ça paraîtra plus curieux aux petits camarades à l'école. Ça c'est sûr. Qu'à lui. Ça c'est sûr. Enfin. Non mais je suis d'accord. Moi je suis aussi assez positive là-dessus. Mais bon, il était normal que je soulève quand même cette question parce que je suis sûr que plein de nos éditeurs l'a soulevé. Donc voilà, on a soulevé le tapis et on a vu qu'il y avait finalement pas tant de poussière que ça. Non. Anthony voulait réagir sur la circoncision. Bonjour Anthony. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour à votre invité. Bonjour Gilles. Xavier Latouche qui est avec nous. Oui, allez-y Anthony. Oui, en fait, je voulais intervenir puisque moi, je suis né dans la religion juive et donc j'ai été, c'est pendant les premiers mois que le garçon est circoncis et du coup, je voulais intervenir parce que je suis tombé sur une étude. Bon, vous savez, Internet, on voit des choses vraies, des choses pas vraies, mais je suis tombé sur une étude approfondie selon laquelle, en fait, en Afrique, maintenant, ils essayent de circoncire la population. Alors, je sais pas dans quel pays particulièrement, mais pour essayer d'éradiquer le sida. Alors, je voulais savoir votre position. Oui, alors vous avez raison. On a remarqué que si les hommes ne mettent pas de préservatif, quand ils sont circoncis, le risque de VIH est plus faible. Mais un homme qui ne met pas de préservatif a toujours plus de risques, circoncis ou pas, d'attraper le sida. Mais comme en Afrique, c'est très compliqué d'obliger les hommes à mettre des préservatifs, voilà, c'est ce que veut dire cette enquête. Mais on peut pas dire qu'un homme circoncis ne risque pas d'attraper le VIH. Ce serait un raccourci qui serait très dangereux. Alors, je voudrais revenir sur la circoncision en elle-même. La circoncision est une pratique qui vient du bassin méditerranéen, dans son ensemble. Hein. Et pourquoi est-ce que... Alors, il y a des raisons religieuses, je sais, sur l'Arche d'Alliance, etc. Mais pour les Arabes, pour les musulmans, c'est un petit peu différent. Mais référons-nous à des choses un peu scientifiques. Eh bien, dans le bassin méditerranéen, il fait chaud, on transpire, on ne trouve pas toujours, à ces époques, de points d'eau proches. Et donc, il est très difficile d'avoir une hygiène corporelle soigneuse, comme on peut l'avoir aujourd'hui en Occident.
Et donc c'est de là que vient la pratique de la circoncision. Aujourd'hui, le problème se pose de la même façon en Afrique. Moi, je vais beaucoup en Afrique. Pratiquement tous les Africains sont circoncis, et à juste titre, parce que cela compense les difficultés éventuellement à des pratiques d'hygiène normales et courantes, qui sont plus difficiles quand il n'y a pas d'eau, peu d'eau. Donc, en fait, je pense que tout vient de là. Après, qu'on perpétue cette pratique, mon Dieu, pourquoi pas, mais cela ne dispense en aucun cas du problème d'hygiène, et je rappelle à quel point l'hygiène est importante, que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les femmes, qu'ils soient circoncis ou qu'ils ne soient pas circoncis. Oui, Anthony ? c'est vrai que j'ai compris que les religions, en tout cas, la base était bonne, c'était toujours basé sur l'hygiène, sur tout ça. Non, mais ça c'est sûr et certain. Je pense que le fondement est très bon. Oui, mais en même temps, Anthony, moi je me suis aussi beaucoup intéressée au symbolisme de la circoncision. J'ai essayé de comprendre pourquoi ça perdurait autant dans des pays où il n'y a plus de questions d'hygiène. Au départ, à l'origine, il semblerait, encore une fois, il semblerait, parce que on est plus dans l'anthropologie là que dans la médecine, il semblerait que le fait qu'on voit le gland, ça donne une sensation de puissance virile beaucoup plus grande, et que au départ, il y a aussi cette origine-là dans la circoncision. C'est-à-dire que l'homme circoncis a l'impression d'avoir un sexe plus imposant, plus viril, plus grand. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Xavier Latouche, mais moi, ça m'a paru assez juste. Et encore une fois, là, on est dans du symbolisme, on n'est pas dans quelque chose de scientifique. Hein. Je pense que c'est un excellent argument, et que c'est multifactoriel. Hein. Il y a des facteurs religieux, symboliques et d'hygiène. Enfin bon, tout est conjoint pour cette pratique, oui. Bon, en tout cas, vous, Anthony, vous êtes heureux comme ça. En fait, j'ai la confirmation, puisque ma femme me dit que voilà, avant moi, elle avait connu des personnes qui étaient pas circoncis, et voilà, il y avait une odeur, il y avait tout ça. Donc donc déjà apparemment ceux qui sont circoncis, il n'y a pas ce côté où ça suinte, ou je sais pas quel serait le bon mot, hein. Mais en tout cas voilà. Et apparemment, pour faire une fellation, c'est formidable, c'est beaucoup plus agréable pour la femme. Voilà. Bon, en tout cas, si on parle d'hygiène, on va peut-être refaire un petit cours d'hygiène dans un instant avec vous, Xavier Latouche, parce que normalement, un homme qui a une bonne hygiène, il n'y a pas de problème d'odeur, mais c'est peut-être pas le cas de tous les hommes. Bon, merci beaucoup en tout cas, Anthony, d'avoir réagi. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio, toujours 0826 300 300. À tout de suite. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Xavier Latouche qui est toujours avec nous, chirurgien et spécialisé maintenant dans la réparation des organes génitaux. Et je rappelle votre site amiplus.net si vous voulez savoir tout ce que Xavier Latouche peut faire pour vous. Alors Anthony parlait de la circoncision, il disait que sa femme était ravie parce que enfin un sexe qui sent bon. Peut-être un petit cours de toilette intime pour tous les hommes qui nous écoutent, parce que c'est vrai, c'est normalement un sexe d'homme bien toiletté, il n'y a pas de raison qu'il y ait des odeurs. Oui, je crois qu'il faut s'astreindre. Alors, il faut savoir, prenons un peu les choses, que la muqueuse du prépuce est une muqueuse qui peut suinter, qui peut effectivement sécréter, qui a des glandes. Donc, il est effectivement logique de faire une toilette. Le fameux smegma. Allez, soyons clairs, il faut se laver matin et soir. Voilà, il faut prendre une douche, ou au minimum avoir une hygiène intime matin et soir. C'est simple, c'est de l'eau, du savon, nettoyer bien dans les petits plis, bien sécher, et c'est tout. Il faut pas de déodorant, bien sûr, pas d'eau de toilette, rien d'autre. Mais si on fait ça matin et soir, je pense qu'il y a absolument aucun souci, aucun problème, avec ou sans prépuce. Exactement. C'était bien de le rappeler. La toilette intime, ça fait partie de la toilette, voilà. Et
Et si on le fait régulièrement, il n'y a aucune raison, enfin régulièrement tous les jours, hein, bien sûr, c'est comme les dents, c'est comme 2 fois par jour, 2 fois par jour. Puis surtout avant un rapport peut-être. Hein. Ah ben voilà, ça peut être la troisième chose. Pour le 5 à 7, effectivement. Oui, ça peut être 3 fois par jour à ce moment-là, hein, avant et après le rapport, 4 fois par jour. Xavier Latouche, j'ai pensé à ce Love Conseil de faire quelque chose sans les mains. Je parle souvent du toucher. C'est vrai que c'est un des premiers pas de la sensualité. Hein. Le toucher, c'est notre sens qui a beaucoup d'importance dans la sexualité. Et pour que vous vous rendiez compte de son importance, je vous propose un petit jeu érotique tout à fait intéressant. En fait, vous allez faire l'amour sans vous toucher. Alors ça peut être assez compliqué parce que je vous conseille de commencer plutôt déshabillé. Mais enfin, si vous voulez corser le jeu, vous commencez habillé et vous déshabiller sans vous toucher, ça peut être assez compliqué parce qu'il va falloir vous servir de vos dents. Hein, voilà, donc je pense qu'il vaut mieux commencer déshabillé, voilà. Et puis vous allez faire l'amour sans vous toucher, absolument sans vous toucher. Vous avez le droit de vous embrasser, vous avez le droit de vous servir de votre bouche, bien sûr, pour caresser. Et vous allez voir que c'est pas si simple. C'est pas si simple, mais une pénétration sans se servir des mains, c'est possible. Ça demande un petit peu d'agilité, un peu d'imagination, absolument, Xavier Latouche. Et vous allez découvrir d'autres sensations. C'est ça aussi l'intérêt des Love Conseils, hein, c'est de sans changer de partenaire, avoir quand même l'impression qu'on change un peu, tout simplement. Voilà. C'est Pierrot qui est avec nous maintenant pour conclure. Bonjour Pierrot. Bonjour Brigitte. Bonjour Xavier Latouche. Alors, je crois que vous avez perdu beaucoup de poids ces derniers temps, c'est ça, Pierrot ? Tout à fait. Je vous avais déjà appelé pour en parler par rapport aux émotions, par rapport au rapport émotionnel que j'avais avec la perte de poids. Et je vous appelais pour une question précise en fait. Donc je pesais 200 kilos. Dorénavant, j'en pèse que 80. Et j'ai subi un body lift qui s'est très bien passé, donc au niveau du corps complet, tout se passe bien. Par contre, au niveau du pubis, j'ai conservé plus ou moins mon pubis de personnes de 200 kilos. Donc j'aimerais savoir s'il y a des opérations qui pourraient me permettre de retrouver un pubis normal, tendu. Oui, donc donc c'est intéressant parce que du coup il est un peu bombé votre pubis, hein, c'est ça ? Ah, il est totalement bombé, c'est-à-dire que j'ai pas un sexe de cheval malheureusement, mais je veux dire ça. Vous seriez bien. Vous seriez bien embêté avec un sexe de cheval, hein. Je peux vous confirmer, Pierrot. Moi, je connais bien les chevaux, vous seriez très embêté. Hein. Bon, mais c'est intéressant parce que il y a peut-être quelque chose à faire là, non, Xavier Latouche ? Oui, ça rejoint tout à fait ce que je disais tout à l'heure sur les enfouissements du pénis, et qui est le cas de Pierrot là. Alors, il y a une intervention que j'appelle la puboplastie. C'est-à-dire que ce que l'on fait très habituellement pour le ventre, où on reprend la peau du ventre et on fait une cicatrice en bas, body lift, on peut faire la même chose, mais en tirant vers le haut. C'est-à-dire reprendre la partie inférieure, la partie pubienne, faire une lipoaspiration, ce qui dans un premier temps fait déjà ressortir une partie du corps du pénis, et d'autre part faire un lifting de la peau en excès vers votre cicatrice de body lift. Et là, vous allez récupérer, j'allais dire, votre pénis de jeune homme. Vous êtes peut-être encore un jeune homme, je ne sais pas, mais le pénis que vous aviez quand vous étiez plus mince, parce qu'aujourd'hui, il est caché, il est enfoui à l'intérieur de ce bourrelet cutané qui est sur votre pubis. D'accord. Eh ben, écoutez, merci beaucoup en tout cas. Donc du coup, il devrait gagner de 2 à 3 cm, hein, c'est ça, c'est ça dépend de la quantité qui est enfouie. Mais quelquefois, sur un pubis un peu gras comme ça, on peut avoir une quasi disparition du pubis. On a l'impression qu'il reste presque plus rien. C'est le cas. Il est presque complètement enfoui. Donc on peut regagner toute la taille du pénis. Alors, ce qui est toujours curieux, c'est qu'on vous en ait pas parlé quand vous avez fait votre première opération. Moi, ça m'agace toujours un petit peu parce que ça me paraît quand même important ce qu'on est en train de se dire. Oui,
Oui, parce qu'en fait, le chirurgien esthétique au niveau du bodylift m'a dit qu'il allait intervenir. Enfin, j'avais quand même assez marqué ce besoin, entre guillemets, dans ma vie privée et sexuelle de ce pubis à neuf. Il m'avait dit qu'il s'en occuperait. Et je ne doute pas qu'il s'en soit occupé. Enfin, j'ai bien senti, si vous voulez, après l'opération, que j'étais un peu tendu de ce côté-là. Mais là, c'est comme si c'était rien passé. Enfin, c'est comme si j'avais un bide. Mon bide d'obèse que j'avais à la grande époque, on va dire ça comme ça, je l'ai uniquement au niveau du pubis, quoi. Donc j'ai un pubis d'obèse pour un ventre svelte. Thierry, je comprends ce que vous dites. Il faut simplement voir que le bodylift est une intervention quand même très lourde. Hein. On vous change de position sur la table pendant l'intervention, ça dure plusieurs heures et quelquefois il n'est pas possible de faire ce geste. Voilà, il faut quelquefois réintervenir et reprendre effectivement un peu de peau au niveau du pubis, faire un geste complémentaire. Donc je pense en effet que ça vaut le coup, Pierrot, de retourner sur le billard. Voilà, et puis de retrouver votre pénis. Et là, à ce moment-là, vous serez un vrai jeune homme, Pierrot. Merci, vivement. Merci à vous, merci beaucoup. Alors, c'est le moment de conclure. Xavier Latouche, évidemment, on n'a pas eu de femmes excisées qui ont appelé, mais c'est un peu normal. C'est toujours des sujets difficiles, compliqués. Je rappelle que vous faites cette opération maintenant en Tunisie, hein, donc pour ceux qui sont à l'étranger, c'est une manière plus simple parfois. On retrouvera votre site sur Sud Radio, bien sûr, également. Un petit mot pour conclure, Xavier Latouche, avant de se quitter. Juste une petite rectification, ce n'est pas moi qui opère, j'ai des chirurgiens qui sont formés pour ça et qui le font très bien en Tunisie, mais je pense que c'est bien de permettre cet accès dans un endroit qui, hélas, n'est pas la France, mais la France c'est l'Europe c'est Schengen et tout n'est pas si facile pour les gens qui ne sont pas dans le secteur Schengen. Très bien. Merci beaucoup Xavier Latouche. On a, je crois, donné beaucoup de précisions sur tous ces sujets toujours très tabous. Demain, on sera avec Pascal Neveu pour notre libre antenne et on pourra revenir sur ce sujet et sur tout ce qu'on a. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.